Pour Noël, ma sœur a eu une BMW à 60K €. Moi, une tirelire. J'ai pris la voiture. Mon père m'a laissé un message, rends-la où on la déclare volée. Dommage pour eux, elle était à mon nom. Je suis assise en tailleur sur le parquet du salon de mes parents à Lyon, entourée de papiers cadeaux déchirés et de l'odeur artificielle de pain d'un matin de Noël. Ma sœur Chloé fait tournoyer ses doigts manucurés autour d'un jeu de clés de BMW brillante, le métal attrapant les lumières scintillantes du sapin alors qu'elle pirouette comme une adolescente au lieu d'une femme de 32 ans. Je n'en reviens pas. Elle pousse un cri aigu, rebondissant sur la pointe des pieds. Ma propre BM. Papa la regarde en rayonnant avec une fierté non dissimulée, maman joint ses mains sous son menton comme si elle assistait à un miracle. La voiture est garée dans l'allée, un témoignage d'un blanc éclatant à la dévotion parentale, complété par un énorme nœud rouge qui a probablement coûté plus cher que ce qu'ils ont dépensé pour l'ensemble de mes cadeaux de Noël. Pendant ce temps, je fixe l'objet sur mes genoux, une tirelire en plastique en forme de personnage de dessin animé d'une émission pour enfants que j'ai délaissée il y a 25 ans. L'étiquette de prix qu'ils ont oublié d'enlever indique 1,99 €. Ouvre-la, m'exhorte maman, en désignant le petit bouchon en caoutchouc en dessous. Mes doigts sont engourdis alors que j'obéis. 2 pièces de 2 € flambant neuf s'envolent. C'est le début de ton fonds pour ton futur appartement, chérie, annonce papa d'un geste dédaigneux. Tu es toujours si responsable avec l'argent, pas comme certaines personnes. Il fait un clin d'œil à Chloé, qui fait semblant d'être offensée. Le silence s'étire comme du caramel entre nous jusqu'à ce que maman le comble. Chloé a besoin d'un moyen de transport fiable pour ses nouveaux clients en graphisme. Ces types d'artistes attendent une certaine image, tu sais? Chloé se laisse tomber sur le canapé à côté de moi, son parfum cher embrumant mes sens. Ne t'inquiète pas, sœurette, je te conduirai partout où tu en auras besoin. Elle me tapote le genou avec une douceur condescendante. Ta petite Renault Clio doit être en fin de vie maintenant. La Clio qui m'a transporté à travers 7 heures de route de montagne hier. La Clio que j'ai fini de payer moi-même il y a 3 ans. La Clio qui est plus fiable que n'importe quelle relation dans cette pièce. Je ne peux plus respirer. 34 années de moments exactement comme celui-ci se cristallisent dans mon esprit avec une clarté parfaite. Ce n'est pas une anomalie, c'est le schéma de toute ma vie. Ce matin même, j'avais soigneusement emballé leur cadeau, un porte-document en cuir pour papa qui a coûté 2 semaines de salaire, le bracelet en argent que maman avait admiré dans la vitrine d'une boutique de Marseille, l'objectif d'appareil photo professionnel que Chloé avait mentionné vouloir nonchalamment, tous achetés en mettant de côté un peu de chaque paix pendant des mois. J'avais répété mon annonce pendant tout le trajet depuis Marseille. Ingénieur structure principale. La promotion que j'avais gagnée grâce à des nuits et des week-ends de travail supplémentaires, à concevoir des bâtiments qui tiendraient pendant des générations. J'avais imaginé leur visage s'illuminer de fierté, me voyant enfin comme quelque chose de plus que la grande sœur responsable de Chloé. Peut-être que ce Noël sera enfin différent, m'étais-je murmuré à chaque aire de repos, à chaque station-service, à chaque borne kilométrique. Mes mains tremblent alors que je pose la tirelire sur la table basse. Le plastique produit un son creux contre le verre. Excusez-moi, je parviens à dire, ma voix semblant appartenir à quelqu'un d'autre. Les toilettes. Je marche, sans courir, dans les escaliers familiers, dépassant le mur de photos de famille où le visage de Chloé domine chaque cadre. La porte de la salle de bain se ferme derrière moi avec un doux déclic avant que je ne tourne le verrou. Mon reflet me regarde, les yeux trop secs, le visage trop composé. Je presse mes paumes contre le comptoir en marbre froid, attendant des larmes qui ne viendront pas. La pression monte plutôt dans ma poitrine, comme du béton durcissant autour de mes poumons. Les gens parlent du chagrin d'amour comme si c'était abstrait. Ça ne l'est pas. Je sens chaque chambre de mon cœur se contracter douloureusement, le sang luttant pour passer à travers des vaisseaux qui se rétrécissent. Mon sternum me fait mal comme si quelqu'un avait appuyé un genou dessus. C'est ça, mourir, je pense. Pas dramatique, juste. En train de s'amenuiser. La nuit s'étire sans fin alors que je suis éveillé dans ma chambre d'enfant, écoutant les rires de Chloé d'en bas pendant qu'elle et mes parents planifient son premier road trip dans la nouvelle voiture. À 2h17 du matin, je m'assois enfin. Je fais mes bagages rapidement, ne prenant que ce qui compte, l'ours en peluche délavé que ma grand-mère m'a donné, l'album photo de l'université, la petite boîte en bois contenant mon premier plan professionnel, les cadeaux coûteux que je leur ai offerts au fil des ans restent où ils sont. Il ne s'agissait jamais de gratitude de toute façon.
La maison est silencieuse tandis que je descends l'escalier avec ma valise. Ma clé de maison reste froide dans ma paume un instant avant que je la pose sur le comptoir de la cuisine à côté de la cafetière qui se mettra en marche dans 3 heures. Ils ont fait leur choix. Maintenant, je fais le mien. Les lampadaires se transforment en halos à queue alors que je navigue sur les autoroutes vides. L'horloge du tableau de bord indique 3h42 du matin, le matin de Noël. Mes essuie-glaces luttent contre la neige qui s'épaissit tandis que Tino Rossi chante doucement des Noëls blancs à la radio. Je tourne le bouton du volume jusqu'à ce que sa voix s'estompe dans le silence. Vive le vent d'hiver, je murmure au siège passager vide, ma voix se brisant sur vive. L'ironie brûle comme de l'acide. À travers la banlieue sud de Lyon, le chauffage de ma Clio peine contre le froid de décembre. Âgé de 7 ans avec 300 000 km au compteur, cette voiture m'a transporté à travers l'université, les premiers emplois, les promotions. Elle ne s'est jamais plainte des routes de montagne ou des places de parking étroites. Contrairement à la BMW rutilante garée dans l'allée de mes parents avec son ridicule nœud rouge, ma voiture a gagné sa place dans ma vie. Vers 6 heures, mon téléphone vibre contre la console centrale. Je baisse les yeux pour voir le visage de maman illuminer l'écran. Pas vêtu en sécurité, ou s'il te plaît, rentre à la maison. Juste as-tu pensé à payer la facture d'électricité du chalet avant de quitter Marseille? Le chalet qu'ils ont acheté pour les escapades du week-end et que Chloé utilise pour des séances photo Instagram. Un poids lourd passe, projetant de la neige fondue sur mon pare-brise. Pendant 3 secondes terrifiantes, je conduis à l'aveugle jusqu'à ce que les essuie-glaces dégagent suffisamment d'espace pour voir. Mes mains tremblent sur le volant alors que les souvenirs affluent plus vite que les essuie-glaces ne peuvent les balayer. 5e anniversaire. La fête de princesse de Chloé avec des décorations professionnelles, des tours de poney et un gâteau château à 3 étages, 30 enfants du quartier avec des chapeaux de fête. Ma célébration l'année suivante. Gâteau rectangulaire du supermarché, 2 amis de la maternelle, des articles de fête du bazar. Ta sœur a besoin de la stimulation sociale, a expliqué papa quand j'ai demandé pourquoi. Tu es plus indépendante. Indépendante. Leur code pour tu n'as pas besoin de nous. Remise des diplômes du baccalauréat. Major de promotion. Mon discours soigneusement rédigé sur la persévérance et les rêves. Des sièges vides dans la section familiale parce que l'équipe de football junior de Chloé avait un match à l'extérieur. On regardera l'enregistrement, a promis maman. La cassette VHS est restée non déballée sur ma commode jusqu'à mon départ pour l'université. Ta sœur a besoin d'encouragement, a dit maman. Tu réussis toujours sans notre aide. Sans aide. Leur code pour tu te débrouilles toute seule. Les années d'université défilent devant moi alors que les panneaux d'autoroute décomptent les kilomètres jusqu'à la Bourgogne. Travaillant 25 heures par semaine à la librairie et à la cafétéria du campus. Prenant le maximum de cours pour obtenir mon diplôme plus tôt. Faisant durer les prêts étudiants et les bourses pendant que Chloé explorait son inspiration artistique à travers l'Europe aux frais de nos parents. Ta sœur a besoin de se trouver, a insisté papa lors d'un de nos rares appels téléphoniques. Tu as toujours su exactement qui tu es. Su qui je suis. Leur code pour tu ne mérites pas d'explorer. Mon téléphone vibre à nouveau. Papa cette fois. Je le laisse sonner jusqu'à ce que la messagerie vocale prenne le relais. Les premières lueurs de l'aube éclairent l'horizon à l'est alors que les larmes transforment les phares venant en sens inverse en traînées dorées. Je me gare sur la bande d'arrêt d'urgence, les feux de détresse clignotant, et je presse mon front contre le volant. Les schémas se cristallisent avec une clarté soudaine. Papa contrôlant l'argent, me privant tout en finançant chaque caprice de Chloé. Maman manipulant les émotions, me faisant sentir égoïste de vouloir ne serait-ce que des miettes d'attention. Le système parfait. Un parent gérant le favoritisme financier. L'autre maintenant le contrôle émotionnel. Mon téléphone sonne à nouveau. Pas la famille cette fois. Sophie Dubois, ma colocataire d'université devenue une amie pour la vie. Où es-tu? Sa voix, chaude et inquiète, remplit la voiture via Bluetooth. Quelque part dans le sud de la Bourgogne. Ma voix semble creuse. Méconnaissable. Je vais vers le nord. Vers où? Je ne sais pas, la ligne reste silencieuse un instant. Puis, viens à Paris. Reste avec moi. La famille ne traite pas la famille comme ça. Sophie sait. Elle a été le témoin direct des preuves pendant l'université.
Les colis qui arrivaient pour moi contenant des produits de première nécessité tandis que Chloé recevait des vêtements de marque. Les vacances où je restais dans les dortoirs parce que le billet d'avion pour rentrer était trop cher, les mêmes années où mes parents emmenaient Chloé à Courchevel et à Saint-Barth. Je ne peux pas m'imposer. Arrête. La voix de Sophie devient ferme. Tu as passé toute ta vie à être celle qui aide. Laisse quelqu'un t'aider pour une fois. Ces mots fissurent quelque chose en moi. Aider. Un concept si simple mais étranger à mon expérience. Dans ma famille, l'aide va dans une seule direction, vers Chloé. Vers mes parents. Jamais vers moi. D'accord, je murmure, me surprenant moi-même. Envoie-moi ta position toutes les heures. Conduis prudemment. Je prépare la chambre d'amis. L'appel se termine. Je me réinsère sur l'autoroute, les essuie-glaces balayant la neige fraîche. Pour la première fois depuis que j'ai quitté Lyon, mes épaules s'abaissent légèrement de leur position défensive. À 7h30, je franchis la frontière de la Bourgogne. Le panneau « Bienvenue en Bourgogne » brille sous le soleil matinal. L'écran de mon téléphone affiche 17 appels manqués, 32 messages textes. Avec des gestes délibérés, je désactive les notifications de maman, papa et Chloé. Le silence semble plus lourd que n'importe quelle accusation. Mon estomac gargouille, me rappelant que je n'ai pas mangé depuis le dîner du réveillon de Noël d'hier. Un petit restaurant de bord de route apparaît devant. Son enseigne au néon ouvert est un phare dans la lumière du matin. Je me gare sur le parking presque vide. À l'intérieur, la chaleur m'enveloppe comme une étreinte. L'air parfumé au café et le grésillement du petit déjeuner sur un grill lointain. Une serveuse plus âgée aux cheveux parsemés d'argent s'approche avec une cafetière. « Nuit difficile ?» demande-t-elle, remplissant une tasse sans attendre ma réponse. Son badge indique Martine. « Vie difficile ?» je marmonne, puis je me sens immédiatement embarrassé par le mélodrame. Martine ne bronche pas à ma petite, je sers du café depuis 40 ans. Je reconnais un cœur brisé quand j'en vois un. Famille ou petit ami ? Famille. Elle hoche la tête, glissant un menu vers moi. Le sang crée la parenté. L'amour et le respect créent la famille. Sa main ridée se pose brièvement sur la mienne. Le plat du jour est bon. Avec un supplément de bacon. Je commande le plat du jour et j'enroule mes mains autour de la tasse de café. Les mots de Martine résonnent alors que je regarde les flocons de neige se dissoudre contre la vitre. Le sang crée la parenté. L'amour et le respect créent la famille. Pendant 34 ans, j'ai été parente avec la famille Moreau. Il est peut-être temps de découvrir ce que c'est que de faire partie d'une vraie famille. 3 semaines plus tard, je suis avec mon ami à Paris. Mon téléphone vibre contre la table de chevet pour la 13e fois ce matin. Le numéro de papa. Encore. Je compte jusqu'à 10 avant de le mettre en silencieux, ajoutant son appel au cimetière grandissant de messages vocaux que je refuse de ressusciter. La première semaine, leur message était confus. La deuxième, inquiet. Maintenant, dans la 3e semaine, ils ont évolué vers quelque chose de plus sombre, de la manipulation enrobée d'autorité parentale. Iris Elisabeth Moreau, gronde le dernier message vocal de papa à travers le haut-parleur quand je vérifie enfin. Si tu ne rends pas cette voiture immédiatement, je la déclarerai volée. Ce comportement puéril a assez duré. La Clio. Ma Clio. Celle avec mon nom sur la carte grise et 7 ans de reçu de paiement. J'écrase le coussin contre mon estomac, ravalant l'acide qui me monte à la gorge. Le message de maman suit. Le médecin dit que ma tension artérielle est dangereusement élevée à cause du stress que tu provoques. C'est ça que tu veux ? Que je finisse à l'hôpital parce que tu es égoïste ? Je les supprime tous les deux sans répondre, bien que mon doigt plane sur l'écran plus longtemps que je ne veux l'admettre. Mon sanctuaire temporaire dans la chambre d'amis de Sophie me semble à la fois étranger et familier. Les murs sont peints d'un doux terracotta qui capte la lumière du matin, réchauffant l'espace d'une manière que mon appartement de Marseille n'a jamais fait. Sur la commode, mon ordinateur portable affiche un email que j'ai réécrit 14 fois. Cher Monsieur Lefebvre. Cher Monsieur Lefebvre. Je vous écris pour demander formellement un transfert au bureau de Paris, avec effet immédiat. Mon doigt clique sur envoyer avant que je ne puisse reconsidérer. Pas de relation familiale. Pas de faveur demandée. Juste mon dossier de travail. Ma réputation. Ma valeur en tant qu'ingénieur structure. 3 heures plus tard,
l'approbation arrive dans ma boîte de réception. Juste comme ça. Comme si j'avais toujours été capable de créer mon propre chemin. Tu l'as eu? Sophie apparaît dans l'encadrement de la porte, lisant mon expression. Ses boucles sombres encadrent un visage rayonnant d'un bonheur sincère pour moi. Le concept semble encore étranger, quelqu'un qui célèbre mes réussites sans se les approprier. Je commence lundi, je confirme. Maintenant, il me faut juste trouver un logement. Sophie sourit. J'ai déjà appelé Andrea du club de lecture. Elle gère des appartements dans le Marais. Loyer contrôlé. Immeuble sûr. À 20 minutes à pied de ton nouveau bureau. Tu n'étais pas obligé. Je le voulais. Elle me coupe la parole, se laissant tomber sur le lit à côté de moi. Les amis s'entraident. Sans condition. Un concept nouveau pour toi, je sais. Les mots font mouche. Sans condition. Sans obligation. Sans compter les points. Les larmes que je retiens depuis 3 semaines menacent de jaillir. Je t'ai pris un rendez-vous aussi, ajoute-t-elle, glissant une carte de visite sur mon ordinateur portable. Docteur Chevalier. Mardi à 16h. La carte indique Hélène Chevalier, PhD, thérapie familiale. Je ne suis pas folle, je murmure. Non, convient Sophie. Mais tu portes quelque chose de lourd depuis très longtemps. Ça pourrait t'aider de le déposer quelque part en sécurité. Le mardi après-midi, le bureau de la thérapeute sent le produit à polir au citron et les vieux livres. Docteur Chevalier porte des lunettes de lecture sur une chaîne perlée et des chaussures confortables qui ne font aucun bruit sur le tapis. Elle ne se précipite pas pour combler les silences, attend juste que je lutte pour former des mots qui n'ont jamais été prononcés à voix haute. Favoritisme, je dis enfin. Le mot suspendu entre nous comme une planète nouvellement découverte. Toute ma vie. Et comment vous sentiez-vous, demande-t-elle. Comme si je valais exactement 4 €, je réponds. Plus tard cette semaine-là, l'appartement qu'Andrea me montre est petit 60 mètres carrés avec une kitchenette à peine assez large pour un réfrigérateur. Mais les fenêtres donnent à l'ouest, captant le soleil de l'après-midi qui se déverse sur le parquet. Il est à moi avant la tombée de la nuit. J'achète un futon, une lampe et un petit bureau. Rien de plus. Le vide semble intentionnel plutôt que misérable. De l'espace pour grandir. Sophie m'entraîne dans un centre communautaire le samedi suivant. Cours de poterie, annonce-t-elle. Il te faut quelque chose qui ne soit ni le travail ni la thérapie. Je proteste jusqu'à ce que mes mains s'enfoncent dans l'argile fraîche, la sentant céder et résister simultanément. L'instructrice, une femme aux cheveux argentés et à la salopette tachée de peinture, se tient derrière moi. Ne la force pas, murmure-t-elle. Écoute ce qu'elle veut devenir. Mes doigts tremblent alors qu'il façonne quelque chose à partir de rien. À la fin du cours, j'ai créé un petit bol imparfait aux bords inégaux. Il est hideux et magnifique et entièrement mien. Le premier appel vidéo a lieu 4 semaines après Noël. Je réponds à la 3e sonnerie, me préparant à la vague de culpabilité familière que leur visage déclenche. Où étais-tu? Demande immédiatement papa. Son visage remplit l'écran, rouge d'indignation. Ta mère s'est fait un sang d'encre. Derrière lui, maman tamponne des yeux qui restent stratégiquement secs. Paris, je réponds calmement. J'ai été transféré. Sans en discuter avec nous d'abord, intervient maman, s'imposant dans le cadre. Comment as-tu pu être si inconsidéré? La vieille attraction me serre la poitrine, m'excuser, apaiser, arranger les choses. Mais les mots du docteur Chevalier résonnent. Vos sentiments sont valides. Leurs réactions leur appartiennent, pas à vous. J'avais besoin d'espace, je dis à la place. D'espace par rapport à quoi? Aboie papa. À la famille? À la responsabilité? À l'âge adulte? Au sentiment d'être invisible, je réponds, surprise par la fermeté de ma voix. D'être moins valorisé que Chloé? D'essayer de mériter un amour qui aurait dû être donné librement? Les larmes de maman coulent instantanément, comme prévu. Comment peux-tu dire des choses aussi blessantes? Nous vous avons toujours aimés toutes les deux de la même manière. Je ne suis plus responsable de tes sentiments, je lui dis. Les mots semblent être des pierres que j'ai portées dans ma bouche pendant des années, enfin libérées. Je suis responsable des miens. Papa frappe la table de sa paume. Cette conversation est terminée jusqu'à ce que tu sois prête à t'excuser.
Alors je suppose que nous avons fini de parler, je réponds, et je mets fin à l'appel. Dans les jours qui suivent, les rumeurs me parviennent par des messages LinkedIn et des SMS d'anciens collègues. Selon la légende familiale, j'ai fait une dépression nerveuse. Je vis dans la misère. J'ai rejoint une secte. L'Instagram de Chloé la montre l'air inquiet sur des photos au filtre de bon goût, avec des légendes vagues faisant référence à un chagrin familial et priant pour ceux qui luttent avec leur santé mentale. Mes nouveaux collègues ne savent rien de ce récit. Ils ne voient que mon travail, la précision de mes calculs, l'innovation de mes conceptions. Lorsque Chloé se présente sans prévenir à la réception du bureau 10 jours plus tard, Sophie est justement en train de déposer le déjeuner. Elle est en réunion, l'informe froidement Sophie, et elle restera en réunion indéfiniment pour les visiteurs non invités. Mon groupe de thérapie se réunit le mercredi soir dans le sous-sol d'une église qui sent le café et les vieux cantiques. 8 étrangers liés par des blessures similaires. La famille n'a pas de passe-droit juste parce que c'est la famille, dit Raymond, un comptable de 60 ans qui n'a pas parlé à son frère depuis 20 ans. L'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est de la possession. Les mots s'installent dans ma poitrine comme une vérité. 6 mois après Noël, mon appartement s'est transformé. Des poteries bordent les rebords des fenêtres, chaque pièce plus raffinée que la précédente. Un vrai lit a remplacé le futon. La promotion au poste de chef de projet senior s'est accompagnée d'une augmentation qui a mis fin à toute anxiété financière persistante. Sur ma bibliothèque se trouve la tirelire en plastique. Je l'ai remplie de pièces de 2 € flambant neuves, une pour chaque semaine de liberté. Pas comme une punition, mais comme un rappel. Parfois, les plus petites trahisons révèlent les plus grandes vérités. La première saison des fêtes approche avec un mélange d'appréhension et de soulagement. Pas de cadeaux à acheter qui ne seront pas appréciés. Pas de comédie à jouer. Pas de dévalorisation à endurer. Juste moi, dans un espace que j'ai créé, devenant quelqu'un que j'apprends enfin à valoriser. Valant bien plus que 4 €. Un mois plus tard, l'enveloppe ivoire est posée sur mon comptoir de cuisine comme une mine terrestre. 3 jours qu'elle est là, intacte. L'invitation au mariage de ma cousine Vanessa. Mon nom en calligraphie élégante, Iris Moreau. Pas d'accompagnateur. Juste moi, attendu pour retourner au bercail, seul. Alors, à quoi pensez-vous, demande le docteur Fournier, le fauteuil de son bureau grinçant alors qu'elle se penche en avant. Je trace le bord de la coudoir, comptant les clous en laiton un par un. J'y vais. Ses sourcils se haussent légèrement. C'est un changement par rapport à la semaine dernière. À mes conditions, j'ajoute rapidement. J'ai réservé une chambre au Hilton à 4 pâtés de maison du lieu de la réception. Papa a appelé 2 fois, insistant pour que je reste dans leur maison de location avec tout le monde. Et qu'avez-vous dit? Rien. Je souris, me rappelant la satisfaction de laisser sa messagerie vocale se remplir de messages de plus en plus désespérés. La limite est le message en soi. 7 mois de thérapie m'ont appris le vocabulaire de l'autoprotection. 7 mois depuis que j'ai pris la route à Noël. 7 mois à me reconstruire, une séance de thérapie, un cours de poterie, une soirée paisible seule à la fois. Pendant la séance, mon téléphone a vibré. Chloé. Le 3e texto aujourd'hui. J'ai hâte de te voir le week-end prochain. On a besoin d'un moment entre sœurs avant la folie du mariage. Je glisse le téléphone dans mon sac sans répondre. Le docteur Fournier le remarque. Encore votre sœur? Soudain, nous sommes les meilleurs amis du monde. Je ris, mais le son est creux. Elle n'a jamais autant texté quand nous vivions dans la même ville. À votre avis, que veut-elle? Un transport depuis l'aéroport. De l'argent. L'ancienne Iris qui portait ses bagages émotionnels en plus de ses vraies valises. Je passe mes doigts sur l'échantillon de tissu sur mes genoux, de la soie bleu nuit pour la robe que j'ai fait faire sur mesure. 3 essayages pour s'assurer qu'elle tombe parfaitement sur mes épaules, qu'elle effleure mes courbes sans excuse. La couleur du pouvoir, pas de la réconciliation. Ils ont enrôlé leurs émissaires, je dis au docteur Fournier. Oncle Pierre a appelé hier soir pour dire que les familles doivent rester unies. Tante Judith a envoyé un email sur le pardon divin. Même le fiancé de Vanessa a envoyé un message sur Facebook. Ils se coordonnent. Et comment vous sentez-vous? Avant la thérapie, j'aurais dit bien. Toujours bien. Au lieu de cela, je retrace la vérité physique de mes émotions. Le serrement dans ma gorge, la sueur froide le long de la racine de mes cheveux,
le léger tremblement de mes doigts. Terrifié, j'admets. Mais aussi, prête. Plus tard dans la soirée, j'étale le plan de table que Vanessa a accidentellement inclus dans un email de groupe sur la table de ma cuisine. Me voilà. Placé entre mes parents. Directement en face de Chloé. Le tableau familial restauré. Je saisis mon téléphone. Vanessa? C'est Iris. J'ai une petite demande concernant le plan de table. Le vendredi arrive avec le brouillard de Paris qui se dissipe au décollage de mon avion. Les nuages se séparent quelque part au-dessus du massif central, révélant le paysage de mon enfance. Mon rythme cardiaque s'accélère alors que nous amorçons notre descente vers Lyon. Le lieu du dîner de répétition brille d'or dans le ciel du crépuscule. Je me tiens sur le trottoir, touchant le pendentif en pierre lisse que Sophie m'a donné avant mon départ. La force, ce n'est pas de ne pas ressentir la peur, m'avait-elle dit. C'est de la ressentir et d'avancer quand même. Je redresse mes épaules et j'ouvre la lourde porte en bois. Les conversations s'arrêtent en plein milieu. Les têtes se tournent. La main de ma mère vole à sa gorge. Le verre de mon père s'arrête à mi-chemin de ses lèvres. J'ai changé. L'Iris qui a fui à Noël était une ombre. Cette femme en pantalon noir sur mesure, chemisier en soie émeraude et talons qui annoncent chaque pas avec autorité, est solide, présente. Les clous en diamant à mes oreilles captent la lumière alors que je balaie la pièce du regard, acquiesçant de la tête sans me précipiter vers personne. Chloé s'approche la première, les bras tendus, mais quelque chose est différent. La montre de créateur a disparu, les mèches dans ses cheveux ont repoussé. Son sourire semble tendu plutôt qu'arrogant. « Tu es magnifique, dit-elle, m'étreignant brièvement. Merci. Je recule, maintenant l'espace entre nous. Comment va la BMW? Ses yeux fuient. J'ai dû les changer. J'ai pris une Honda. Plus pratique, tu sais? Par-dessus son épaule, j'aperçois mes parents blottis avec tante Marthe. Mère tamponne ses yeux avec une serviette en papier. Les épaules de père s'affaissent dans une posture que je n'ai jamais vue auparavant. La cousine Clara apparaît à mon coude, un vodka tonique à la main. Dieu, que je suis contente que tu sois là, murmure-t-elle. Tu ne croirais pas le drame depuis Noël. Oh, tes parents vendent la maison. Elle se penche plus près. Des factures médicales, disent-ils, mais tout le monde sait qu'ils ont soutenu Chloé pendant des années. La réalité a fini par les rattraper. Avant que je ne puisse répondre, un serveur circule avec du champagne. Je prends une coupe, regardant les bulles monter et éclater à la surface. Tout comme les histoires de famille, ce qui monte finit par éclater. Oncle Simon s'approche, saisissant ma main libre. Tu as l'air en forme, Iris. Ce travail à Paris doit te réussir. Chef de projet senior maintenant, dis-je, les mots ayant encore un goût nouveau sur ma langue. Ses yeux s'écarquillent. Sans blague? C'est merveilleux. D'autres membres de la famille gravitent vers moi tout au long de la soirée. Le cousin Michel avoue qu'il a toujours remarqué à quel point j'étais traité différemment. Tante Marthe me serre trop fort dans ses bras, chuchotant, ton père a perdu son emploi il y a 3 mois. Ta mère prend des anxiolytiques. J'absorbe chaque révélation avec le détachement étrange de quelqu'un qui regarde les vagues se briser contre un rivage dont il s'est retiré pour se mettre en hauteur. Mon père m'accule pendant l'apéritif, son haleine chargée de bourbon. La famille reste unie, Iris. Sa voix porte le poids familier de l'autorité, mais quelque chose d'essentiel s'est effondré en dessous, quoi qu'il arrive. Vraiment, papa? Je croise son regard sans ciller. Ou est-ce que certains membres de la famille restent unis pendant que d'autres sont mis de côté? Son visage rougit. Nous t'avons toujours soutenu. 4 € dans une tirelire. Les mots sortent plus doucement que je ne l'avais prévu, mais ils atterrissent avec précision. C'était votre définition du soutien. Il ouvre la bouche, la referme, puis s'en va. Dans les toilettes des dames, ma mère apparaît à côté de moi au lavabo, les yeux remplis de larmes. Tu nous manques tellement, dit-elle, tendant la main vers la mienne. Je continue de me laver les mains, le savon glissant entre mes doigts. La personne que je pensais que vous étiez me manque aussi. De retour dans la salle principale, Chloé m'entraîne sur la terrasse. L'air du soir porte le parfum des roses du jardin en contrebas. La BMW a été saisie, lâche-t-elle. Je suis noyé sous les dettes, les clients en design se sont raréfiés, papa ne peut plus m'aider.
Sa voix se brise. Je ne sais pas comment faire, Iris. Je n'ai jamais appris à me débrouiller seul. L'aveu reste suspendu entre nous. Il y a 7 mois, j'aurais immédiatement proposé des solutions, de l'argent et un endroit où rester. L'ancienne Iris aurait ajouté ce fardeau à sa collection. Au lieu de cela, je pose doucement ma main sur son bras. Ça a l'air vraiment difficile, Chloé. Je ressens de la compassion sans responsabilité, une distinction qu'il m'a fallu des mois de thérapie pour apprendre. Je suis désolé que tu traverses ça. Ses yeux s'écarquillent légèrement à ma réponse de la compassion sans sauvetage. Je peux t'aider à faire un budget, j'offre, mais je ne peux pas régler ça pour toi. Par-dessus son épaule, je vois Vanessa dans son éclat prénuptial, entourée de demoiselles d'honneur. Demain apportera ses propres défis. Mais ce soir, debout sur cette terrasse avec le poids des attentes familiales glissant de mes épaules comme de l'eau, je réalise que je n'ai plus peur. Je suis la femme qui s'est éloignée d'une vie de dévalorisation, qui a construit une vie à partir des fondations. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai, fermement ancrée sur le terrain que j'ai moi-même créé. Le lendemain, je me tiens dans la suite nuptiale des jardins des Magnolias, regardant ma cousine Vanessa se transformer de mariée nerveuse en femme radieuse. Le soleil du matin se déverse à travers de hautes fenêtres, baignant tout d'une douce lumière dorée qui contraste avec la tempête qui gronde dans ma poitrine. Iris, tes parents te cherchent, murmure tante Marthe, ses doigts doux sur mon avant-bras. Ils sont dans la bibliothèque, ils ont dit que c'était important. Je savais que ce moment arriverait. 7 mois depuis que j'ai quitté leur maison de Lyon, ne laissant derrière moi qu'un mot et une vie de ressentiment. Merci, Marthe. Ma voix semble plus calme que je ne le ressens. Je les trouverai après avoir aidé Vanessa avec son voile. Les yeux de Marthe s'adoucissent. Ils ont mentionné quelque chose à propos d'une urgence familiale, avant la cérémonie. Bien sûr qu'ils l'ont fait. La porte de la bibliothèque semble plus lourde que la physique ne le devrait, alors que je la pousse 30 minutes plus tard. Maman est assise droite comme un i dans un fauteuil à haut dossier, des mouchoirs déjà serrés dans sa main. Papa fait les 100 pas près de la cheminée, ses mouvements vifs et contenus. Chloé se tient près de la fenêtre, portant une robe qui coûte plus cher que mon premier mois de loyer à Paris, bien que la BMW saisie soit introuvable. Iris, Dieu merci. Maman se lève, les bras tendus. Nous devons parler en famille. Je reste dans l'embrasure de la porte. La cérémonie commence dans 40 minutes. Assieds-toi, Iris. Papa désigne le fauteuil vide, positionné pour leur faire face à tous les trois. Une intervention mise en scène. Ça ne peut plus attendre. Je ferme la porte derrière moi mais ne me dirige pas vers le fauteuil. J'écoute. Chloé s'avance. Iris, ça a assez duré. Papa a perdu son emploi il y a 3 mois. L'entreprise a réduit ses effectifs, intervient rapidement papa, des coupes budgétaires. Maman voit un thérapeute pour dépression, poursuit Chloé. Tout a commencé quand tu es parti à Noël. Maman tamponne des yeux secs. Nous vendons la maison. Le tiercé gagnant parfait. Crise financière, problèmes de santé et culpabilité réunis en un seul paquet bien ficelé. Il y a 7 mois, j'aurais croulé sous le poids de leurs attentes, je me serais excusé pour quelque chose qui n'était pas de ma faute et j'aurais offert mon aide. Aujourd'hui, je me dirige vers le fauteuil indiqué, je pose mon sac à main à côté et je m'assois, le dos droit. Je suis désolé d'apprendre pour ton travail, papa. Et maman, je suis contente que tu te fasses aider. Leur visage exprime la confusion face à ma réponse calme. Tu n'as pas entendu ce qu'on a dit? La voix de Chloé s'élève. Ils vendent la maison à cause de toi. Non, ils vendent la maison à cause des choix qu'ils ont fait bien avant mon départ. Je sors un album photo relié en cuir de mon sac. J'ai apporté quelque chose à vous montrer. Maman fronce les sourcils. Nous n'avons pas le temps de... C'est vous qui avez demandé cette réunion. J'ouvre l'album sur mes genoux. Alors, nous avons le temps. La première page montre 2 fêtes d'anniversaire côte à côte, le thème de princesse élaboré de Chloé, avec des animateurs engagés, et ma fête la même année avec un gâteau du supermarché sur la table de la cuisine. Vous vous souvenez de ça? Je tourne les pages des matins de Noël, des remises de diplômes et des vacances en famille où le schéma du favoritisme est indubitable. J'ai passé des mois à compiler les preuves de ce que j'avais toujours ressenti sans pouvoir le prouver. Le visage de papa rougit. C'est ridicule. Nous vous avons toujours traité de la même manière.
Je sors un dossier de relevé bancaire. Mes prêts étudiants. 67 000 € que je rembourse encore. L'éducation de Chloé. Entièrement financée, y compris son année en Europe pour son inspiration artistique. Chloé se tortille, mal à l'aise. Ce n'est pas juste. Tu as choisi l'ingénierie. C'était ta décision. C'était ma passion, la corriger-je. Tout comme l'art était la tienne. La différence, c'est que ma passion n'était pas considérée comme digne d'investissement. Maman se lève, les mains tremblantes. Nous n'avions pas l'argent quand tu es allé à l'université. Les choses étaient différentes à l'époque de Chloé. J'ai tout appris sur vos dossiers financiers il y a des années, maman, la coupez-je. La promotion de papa est arrivée quand j'avais 16 ans. L'héritage de grand-mère est arrivé avant ma première année d'université. Vous aviez l'argent. Vous avez choisi de ne pas le dépenser pour moi. La pièce devient inconfortablement silencieuse alors que j'étale des cartes d'anniversaire couvrant 30 ans. Les messages à Chloé débordent d'un amour effusif. Les miens contiennent des conseils pratiques et des rappels de travailler dur. Nous avons toujours su que tu t'en sortirais, dit finalement papa, sa défense se fissurant. Tu as toujours été si capable. Voilà. La vérité derrière des décennies de disparité. Être capable ne signifie pas que je méritais moins d'amour. Ma voix reste stable même si la chaleur monte derrière mes yeux. Être responsable ne signifiait pas que je devais porter les fardeaux de tout le monde. Maman s'effondre en larmes sincères, non manipulatrices. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. L'intention n'efface pas l'impact. Je plonge une dernière fois la main dans mon sac. La tirelire en plastique produit un son creux lorsque je la pose sur la table basse entre nous. Papa la fixe. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? J'enlève le bouchon en caoutchouc. Des dizaines de pièces de 2 € se déversent, une monnaie inhabituelle qui attire l'œil. J'ai gardé une pièce de 2 € pour chaque semaine depuis Noël, j'explique. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de ce que vous pensiez que je valais. Chloé ramasse une des pièces, la tournant dans ses doigts. Je n'avais jamais réalisé comment ça paraissait de ton côté. Sa voix manque de son tranchant défensif habituel. Ils ne m'ont jamais appris à me débrouiller seul. À l'extérieur de la bibliothèque, des parents passent, leur voix flottant à travers la lourde porte. Dans quelques minutes, ils se rassembleront pour célébrer l'amour et l'engagement tandis que notre famille affronte des décennies de son absence. Je ne veux pas d'excuses, dis-je en me levant. Je veux du changement. J'envisagerai une réconciliation à 2 conditions, une thérapie familiale et le respect de mes limites. Papa ouvre la bouche pour argumenter, mais maman pose sa main sur son bras. Nous le ferons, dit-elle, nous surprenant tous. Quoi qu'il en coûte. Je rassemble mes preuves et la tirelire mais je laisse son contenu sur la table. C'est à vous. Un rappel de ce qui arrive quand on valorise un enfant plus qu'un autre. En me dirigeant vers la porte, je m'arrête, la main sur la poignée. Je dois aller prendre ma place pour la cérémonie. Mon amie Sophie me garde une place. Alors que je sors dans le couloir, le dos droit et le cœur plus léger qu'il ne l'a été depuis des mois, j'entends Chloé murmurer à nos parents, elle est différente maintenant. Elle a raison. La femme qui est partie ce matin de Noël, ne portant que le deuil et la résolution, n'est plus. À sa place se tient quelqu'un qui comprend enfin que sa propre valeur ne se mesure pas à ce que les autres pensent qu'elle mérite, mais à ce qu'elle refuse d'accepter. À Noël, le soleil se déverse sur le parquet de mon appartement de Paris alors que des amis se rassemblent autour d'une table qui m'appartient vraiment. L'odeur de romarin et de sauge de la dinde rôtie se mêle au rire, de vrai rire, pas le genre de rire forcé qui résonnait autrefois dans la maison de mes parents. À Iris, Sophie lève son verre, ses boucles sombres attrapant la lumière de la fenêtre. Qui construit des ponts mieux que quiconque que je connaisse, tant au travail que dans la vie. Mes joues s'échauffent au toast. Il y a 1 an aujourd'hui, j'ai posé une clé de maison sur un comptoir et je me suis éloigné de tout ce qui m'était familier. Maintenant, je me tiens dans un appartement rempli de gens qui choisissent d'être ici, entouré de poteries que j'ai créées de mes propres mains. Et à la chef de projet Senior Moreau, ajoute Elliot, ses doigts effleurant les miens sous la table, son contact m'électrise encore, non pas le coup de foudre de l'engouement, mais le courant constant de quelque chose qui se construit vers la permanence. Dont l'équipe a terminé le projet de la tour Richardson 2 semaines avant la date prévue. Elliot comprend les délais et l'intégrité structurelle, un ingénieur en environnement qui valorise la durabilité dans les bâtiments comme dans les relations.
Quand il m'a invité à prendre un café pour la première fois il y a 6 mois, j'ai failli refuser les vieilles habitudes d'abnégation en la vie dure. Ma thérapeute, le docteur Fournier, a appelé cela un progrès quand j'ai dit oui. La minuterie de la cuisine sonne, m'épargnant d'avoir à reconnaître leurs éloges. Certains changements prennent plus de temps que d'autres. Besoin d'aide? Demande Elliot, me suivant dans la cuisine. Je m'en occupe. Les mots sortent automatiquement. Puis je me reprends, me souvenant du défi bienveillant du docteur Fournier, accepter de l'aide ne diminue pas ta force. En fait, pourrais-tu découper la dinde? Je n'ai jamais appris à le faire. Mon téléphone vibre avec un appel vidéo de Chloé. Des appels mensuels, une limite que nous avons établie après la confrontation du mariage. Je réponds pendant qu'Elliot s'occupe de la découpe. Joyeux Noël, dit Chloé, son visage remplissant l'écran. Son appartement, visible derrière elle, semble plus petit que le mien. Pas de meubles de designer, pas de voiture de luxe garée dehors. Avoir 2 emplois lui a donné une nouvelle perspective sur l'argent, ainsi que des cernes sous les yeux. Tu as l'air heureuse, dit-elle, la voix plus douce qu'auparavant. Ton appartement est magnifique. Je m'y sens chez moi. J'oriente la caméra pour montrer mon atelier de poterie dans la chambre d'amis, l'argile autrefois informe maintenant façonnée en bol et en vase qui bordent les étagères. Comment vont maman et papa? Papa est sobre depuis 90 jours aujourd'hui, il voulait que je te le dise. Elle ajuste la caméra pour révéler notre père assis dans le modeste salon d'un appartement, l'air plus petit en quelque sorte. Les réunions des alcooliques anonymes l'aident. Il est différent quand il ne boit pas, j'acquiesce, pas prête à traiter pleinement cette révélation. Et maman? Toujours bénévole au centre communautaire. Elle voulait participer à l'appel mais il y a eu une collecte de nourriture d'urgence. Chloé fait une pause. Il demande de tes nouvelles. Pas comme avant, cependant. Nous avons parlé encore quelques minutes avant de nous dire au revoir. L'horloge murale indique qu'il est l'heure de dîner. Autour de ma table, la conversation coule entre Sophie, Elliot et des amis de mon cabinet d'ingénierie et de mon cours de poterie. Personne ne mentionne la tirelire exposée sur ma cheminée, maintenant remplie de pièces d'1 euro représentant des leçons plutôt que du ressentiment. Après le dessert, Chloé envoie par texto une photo d'un ornement en argile fait main, clairement sa première tentative de poterie. Pas joli mais fait avec amour. Je te l'envoie demain. Puis un autre message arrive de ma mère. J'ai trouvé ça dans le grenier en faisant le tri. Ça t'a toujours appartenu. La pièce jointe montre la maison de poupée de mon enfance, la seule chose que j'ai vraiment aimée en grandissant. Les papiers de transfert de propriété se trouvent en dessous, la rendant officiellement mienne. Plus tard, quand tout le monde est parti et qu'Elliot m'aide avec les derniers plats, je sors sur mon balcon. La Seine s'étend devant moi, les lumières des ponts se reflétant sur l'eau sombre. Les bâtiments que j'ai aidé à concevoir se découpent en silhouettes contre le ciel nocturne. La valeur n'est pas quelque chose que l'on gagne par son utilité, je murmure aux lumières de la ville. C'est quelque chose que l'on revendique en sachant ce que l'on acceptera et ce que l'on n'acceptera pas. Elliot me rejoint, enroulant une couverture autour de mes épaules pour me protéger du froid de décembre. Pensée profonde? Juste reconnaissante, je réponds en me penchant contre sa chaleur. Parfois, le plus grand cadeau est de réaliser ce que l'on n'acceptera plus. La tirelire est visible à travers la fenêtre, non plus un symbole de ce qui me manquait, mais de ce que j'ai trouvé, le courage de me valoriser en premier.